Bonsoir à vous tous. Je vais vous présenter évidemment la stéatose hépatique. Vous savez bien que pour nous, c'est qu'une étiquette de plus où on va commencer à attaquer cette stéatose hépatique en mettant notre client ou notre patient au milieu de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Nous avons déjà réalisé avec notre patient les questionnaires en nutrition fonctionnelle, le QINF. Nous avons eu l'opportunité de voir ce patient soit par Internet, soit personnellement. Ça va dépendre de votre métier. On a eu notre premier contact avec ce client ou ce patient. Ça veut dire on a fait notre timeline, ligne du temps. Et maintenant, on est en train d'étudier ce patient. Exactement. Et à ce moment-là, on va proposer un programme. Il faut savoir que ce programme, évidemment, va commencer par les sols. Toujours, si vous imaginez l'arbre, il y a un arbre où le sol, c'est ce qu'on appelle la base de la nutrition fonctionnelle, qui sont les modifiables. Après, on a le racine, où on va voir les signes et symptômes du patient. Et après, dans le tronc, on va avoir tout ce que je suis en train de vous montrer là, qui sont ce qu'on appelle les nœuds biologiques, les systèmes biologiques. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, et je vais éclaircir quelque chose, les nœuds biologiques, c'est pas des systèmes biologiques comme un représente le rein, l'autre représente le foie. C'est pas du tout ça. Tout est intégré. Et si vous prenez par exemple assimilation, on peut mettre dans l'assimilation le poumon et l'intestin. Parce que ce sont deux façons d'assimiler. Si vous mettez biotransformation, nous avons le foie, nous avons le rein, nous avons la peau, nous avons le poumon. Donc, ce n'est pas aussi simple comme ça peut paraître. Parce que la différence entre le regard de la médecine traditionnelle et le regard de la médecine fonctionnelle, c'est que la médecine que vous connaissez, la médecine traditionnelle, elle va étudier la personne, le médecin va étudier soit le rein, soit le foie, soit le cardiologue, soit le spécialiste de la peau, le dermatologue, soit le gynécologue. Donc, on coupe la personne en plusieurs morceaux. Ça, ce n'est pas du tout notre objectif ici. Notre objectif, c'est de faire des interconnexions métaboliques. Et pour cela, on a besoin de la biochimie. Il n'y a pas une autre façon de faire. On a vraiment besoin de la biochimie. En fait, je me présente, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre, mon cher et ma chère professionnelle de santé, comment appliquer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients. C'est pour ça qu'on est là. Vem comigo. Alors, dans cette vision, on va travailler le sommeil de notre patient. Si elle a des problèmes, on va travailler tous ces éléments-là pour commencer, qui sont les éléments qu'on appelle modifiables. Le sommeil, relaxation. Relaxation, je vais dire, est-ce que ce patient se repose? Est-ce qu'il n'est pas trop stressé? Et donc, il y a stress et résilience. Il y a l'alimentation qu'on va parler aujourd'hui. L'hydratation. Quand je dis alimentation, je dis alimentation et nutrition qu'on peut supplémenter ou pas. Il y a l'activité physique. Il y a le rapport de cette personne avec la nature, le travail, la famille. Il y a le point qu'on appelle, qui va venir au-dessus, qui va vraiment regarder tout ça, qui est la partie mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors, déjà, dans cette dynamique de travailler le sol, il y a la gestion du stress. Ça, c'est un mot ou une phrase que tout le monde utilise, gestion du stress. Mais la question est comment faire?
Parce que dire ça, c'est pas en train de donner du radiola que vous allez gérer le stress du patient ou le stress de votre client. Gestion du stress, c'est quelque chose de très complexe. Et il faut faire un bon travail et un travail de qualité pour vraiment gérer le stress du patient. Parce que si vous ne gérez pas, on ne va pas régler la problématique parce qu'on aura un problème, si c'est un stress chronique de longue durée, on va avoir un problème de surrénal. Si on va avoir un problème de surrénal, ça veut dire qu'on a un problème au nœud communication. Si on a un problème du nœud communication, ça veut dire qu'on aura la production de excès de production des hormones comme le cortisol par cette surrénale, n'est-ce pas, dans la partie qui est spécifique à la production de cortisol, qui va empêter mes hormones sexuelles. On est d'accord? Et donc, tout va arriver comme ça. La qualité du sommeil, l'activité physique, on va parler aujourd'hui parce qu'on parle de stéatose hépatique là. Manger plus en conscience, donc on a besoin d'un rééquilibrage alimentaire en vue d'une perte de poids douce et régulière. Ça, c'est notre objectif par rapport à cette stéatose hépatique, en gros, en parlant de cette partie-là. OK? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va utiliser quelques outils. Un des outils que j'utilise pour mes patients, c'est la méthode Kaizen. Cette méthode Kaizen est une méthode d'amélioration continue qu'on peut appliquer dans plusieurs secteurs de la vie du patient. Et ça a été créé dans les années 50. Kai, ça veut dire changement, et Zen, ça veut dire meilleur. Et ça a été utilisé dans les usines Toyota, vous voyez. Et j'utilise, moi, pour travailler cette amélioration de mon patient. Ah, vous utilisez la méthode Kaizen que pour l'stéatose hépatique? Non, j'utilise la méthode Kaizen pour tout ce qui est modifiable. Vous utilisez toujours comme ça? Non, j'ai dans mes manches plusieurs outils que je vais utiliser selon la personne que j'ai devant moi. Alors, cette méthode Kaizen, elle a des principes. Le principe numéro 1, c'est de prioriser le changement du patient parce qu'on travaille avec changement de mode de vie. Mais quel changement? Donc, on va aider au patient à choisir quel est le changement prioritaire pour lui. Pour lui, le changement, c'est moins d'efforts et qui cause plus d'impact. Vous comprenez? Ça, c'est un principe Kaizen. Et donc, je vais proposer cette méthode au patient pour que lui, il choisisse qu'est-ce que pour lui, ça serait intéressant. Un autre principe de cette méthode Kaizen, c'est de corriger les erreurs immédiatement, pas de faire de procrastination. Et qu'est-ce qu'on veut dire par erreur? Erreur, c'est ce que les patients pensaient bien fait et qui en fait, non. Non. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qui va lui apporter de choses positives. Au contraire, va lui apporter de dommages. Et donc, on va appeler ça erreur que pour les noms. Mais en fait, c'est ce que le patient pensait être bien, mais qui en fait, ce n'est pas bien pour lui. Et donc, ça, on va corriger de suite. OK? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas passer mon temps en train d'expliquer chaque modifiable. Mais je vais expliquer les modifiables qui vont faire beaucoup de différence dans notre programme de l'stéatose hépatique, soit NAFLD, soit NASH. On est d'accord? Parlons alors de l'activité physique. L'activité physique, on peut avoir de l'endurance et de le renforcement musculaire. Efficacité sur la réduction de l'stéatose. Ce n'est pas moi qui dis, sont les études que je vais vous montrer tout à l'heure. Un exemple. À Elisa, c'est meilleur l'endurance ou le renforcement musculaire? Parlons la vérité. Votre client, s'il est dans cet état-là, 99% de ces patients ne font pas de l'activité physique. Donc, c'est selon le choix et l'envie du patient. Là, je reviens à mon Kaizen. Moins d'efforts pour le patient, plus d'impact. À ce moment-là, on s'en fout. Renforcement musculaire, endurance, n'importe. Là, c'est pas moi qui dis. L'idéal,
3 à 5 fois par semaine. Tout ça, je vous donne, mais je ne crois pas du tout à ces histoires-là, hein, ces études de 3 à 5 fois par semaine. Moi, je ressens le patient, je travaille 1% d'amélioration et on améliore à chaque fois. Je vous donne ça, c'est parce que les études montrent ça. Mais l'expérience clinique, vous savez bien que vous n'allez pas à une personne et dire, vous allez faire 5 fois par semaine. Il ne va pas le faire. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je peux compter sur vous dans quelle mesure? Ah, vous pouvez compter sur moi 2 fois par semaine. C'est mieux que rien. C'est 1%. On travaille tous les jours dans le 1%. 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'en ai marre. On change tout. Si vous voulez mon avis, pour avoir du succès avec de clients et de patients, j'ai passé par plusieurs étapes. J'ai passé par l'étape de l'énervement avec le patient. Il m'énervait. C'est pas possible. Il ne comprend pas. Et j'étais même presque dictatorielle. Ça ne marche pas. On a essayé la douceur. Vous faites comme vous voulez. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'établir une relation de confiance aussi importante et forte qu'on appelle l'alliance thérapeutique avec vos clients. Et c'est là que ça va marcher. Et c'est là que vous allez vraiment, vraiment faire la différence. Et je dis ça parce qu'avec mes élèves qui font mes formations, c'est pareil. J'essaye de construire avec eux une relation de confiance. Ils savent qu'ils ne sont là que parce qu'ils me payent. C'est parce que je veux les amener à une transformation. Si vous ne faites pas ça et vous ne regardez pas, même si c'est par Internet, dans les yeux de votre patient, ça ne marchera pas. Mais les études montrent ça. 75 à 150 minutes par semaine, si effort intense, ou 150 à 300 minutes par semaine, si effort modéré. Je vous donne ça, mais c'est pas comme ça que je travaille. Alors, je vous montre cette étude qui est l'effet de la perte de poids, de l'alimentation, de l'exercice et de la chirurgie bariatrique sur le NAFLD. OK? Et là, il y a quelque chose d'important dans cette étude que je vais vous montrer. Très important même. Les modifications du mode de vie pour inclure l'alimentation, l'exercice et la perte de poids restent les traitements les plus efficaces pour les stéatoses hépatiques non alcooliques. Alors, mode de vie, alimentation et exercice, ça appartient à qui? En France, en Europe. Ça appartient aux professionnels de santé. Parce que le nutrilogue, les spécialistes en nutrition, le médecin nutrilogue, il est toujours dans les hôpitaux en train de nutrir des gens qui sont en train de mourir. Donc, vous, professionnels de santé, vous avez tous les droits de travailler avec ces éléments. Chacun est plus fort dans un domaine, mais vous pouvez travailler. Parce qu'une personne qui va travailler avec l'exercice physique, ça ne sert à rien d'avoir que ce pilier-là parce que vous n'allez pas changer la vie de la personne. D'ailleurs, elle va vous laisser. Même si vous êtes un coach sportif et si vous savez travailler avec ce client, il va petit à petit, peut-être il va falloir passer dans une session d'une heure, demi-heure d'activité physique et l'autre demi-heure, c'est de connaître cette personne. Et c'est à vous de lui dire que moi, je suis un coach sportif fonctionnel. Je travaille d'une façon différente parce que je ne veux pas que je sois la 20e coach sportif que vous passez. Je veux faire la différence. La même chose au naturopathe, la même chose pour le médecin, la même chose pour n'importe qui vous êtes dans votre profession. Pour faire la différence, pour augmenter votre clientèle d'une façon correcte, de gagner votre vie là-dessus avec la nutrition fonctionnelle, il va falloir être un expert, ça c'est sûr. Donc, une autre conclusion, une perte de poids de 3 à 5%, c'est pas énorme.
est associée à une diminution déjà de l'estéatose. Cependant, une diminution de 7, on va dire 10%, est nécessaire pour obtenir une rémission de la naphale et de la nage. Vous entendez ça? À 10%, on peut déjà résoudre la question. Évidemment qu'il y en a d'autres questions. Une personne qui a ça, vous savez qu'elle peut avoir du diabète, elle peut être prédiabétique, elle peut avoir de l'insulinorésistance. Mais ça, c'est le plus. Après, on va régler d'autres choses. Alors, indépendamment de la perte de poids, l'exercice réduit la stéatose hépatique et améliore les indices métaboliques. Mais indice métabolique, je parle de quoi là, indice métabolique? Je parle tout simplement de glycémie, de insulinémie. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des actions à entamer, à proposer, à éduquer votre client et votre patient. Tout ça semble très facile, mais ce n'est pas du tout facile. C'est complexe. Parce que ça va dépendre de votre capacité de convaincre. Et on a l'habitude de dire le patient est difficile. Je n'arrive pas à le convaincre. Réfléchissez. La faute, c'est vous le professionnel. C'est vous le professionnel. Lui, dans la nutrition de la matrice, je mets toujours le patient avec les yeux fermés. Il ne sait pas. C'est votre travail de le convaincre. Les patients que vous appelez difficiles, c'est votre défi. C'est lui, votre succès. Le facile, tout le monde va avoir une solution pour lui. Votre travail, c'est de travailler avec la résistance, avec ceux qui ont des difficultés à comprendre, ceux qui sont plus critiques, comme c'est mon cas avec mes élèves. Il y a des élèves qui rentrent dans mon bateau, qui rentrent dans mon navire, dans mon voyage, et ils viennent avec moi facilement. Il y en a d'autres qu'il faut la pêcher, et qu'il faut que je revienne, et qu'il faut que je lui montre, et qu'il faut que je lui prouve. Et c'est pour ça que je suis là, en train d'essayer de vous faire écouter. Écoutez ce que je dis. Et parfois, ça prend du temps. Ça prend parfois 2-3 ans. C'est ça notre travail. Il faut l'accepter. La chirurgie bariatrique. Ah, Elisa, vous êtes pour la chirurgie bariatrique. Vous n'allez pas quand même penser ça. Mais, attention, la chirurgie bariatrique chez les personnes obèses morbides, j'ai eu plein de patients obèses morbides. OK? J'ai déjà eu dans ma vie clinique. Il y a 5% qui vont s'en sortir. Il y en a d'autres qui sont très malades, là, et qui ne vont pas s'en sortir. Après, on aura toutes les conséquences d'une chirurgie bariatrique. Vitamine B12, problème d'estomac, il y a même de taux de suicide, on le sait tout ça. Mais qui n'ont pas réussi à perdre du poids grâce à des modifications du mode de vie peut améliorer la stéatose, l'inflammation et la fibrose. Ça, c'est sous le point de vue de l'estéatose. Mais sous le point de vue d'autres choses, ça peut empirer énormément. Ça veut dire qu'il va devenir probablement une personne dénutrie qu'il va falloir accompagner tout le temps. Parce que sa capacité d'absorption, sa dysbiose, de problèmes d'intestin, mon Dieu, comment j'ai eu ce type de patients? J'ai eu des patients qu'on n'a pas réussi et qu'ils ont fait la chirurgie bariatrique. Non, ils sont venus déjà avec la chirurgie bariatrique et beaucoup parmi eux en surpoids. Alors, l'estéatose hépatique, plan alimentaire et histologie. Je commence par l'histologie. Regardez ici ces 3 photos. La première, on voit déjà qu'on commence vis-à-vis là-haut. Ça, c'est quoi? Là, que vous voyez dans le dessin. C'est un lobule. Ça, tout ça sont des hépatocytes. Hein? Et là, je vois un lobule déjà de graisse. Ça, c'est un silence. On ne sait pas. Il n'y a pas de signes ni de symptômes. Le patient pense qu'il est au top, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème.
Ici, dans ce dessin 2-là, vous voyez qu'on a déjà une autre situation, là, qui a empiré de la situation numéro 1. Ici, on a la présence de lobules de graisse. Et pour constater et dire que ça, c'est effectivement un AFOL, il faut qu'on ait dans notre hépatocyte à peu près 5% des hépatocytes compromis, comme ça. Là, on a déjà un AFOL. OK? Jusqu'au moment qu'on va associer quoi? On va associer le processus inflammatoire, qui est le NASH. Et donc, qu'est-ce que c'est le NASH? C'est l'ovule que je vous ai dit ici de graisse, plus l'inflammation. Et cette inflammation du lobule, l'ovule, ils vont se présenter ballonisés et parfois même nécrosés quand on commence les nécroses. Dans l'hépatocyte, des noyaux qu'on appelle noyaux glycogéniques et des corps qu'on appelle des corps de Mallory. Des corps de Mallory, ça veut dire que dans le cytoplasme de l'hépatocyte, on va trouver de filaments de cytokératine, dans le cytoplasme, avec des infiltrats de polymorphes nucléaires de neutrophiles. Vous savez qu'à ce moment-là, on peut avoir une sous-charge ferrique. La ferritine peut augmenter. Et là, on commence vraiment notre processus de fibrose. Je voudrais vous donner cette notion d'histologie que je n'ai pas donnée dans les autres parties, que je trouvais intéressant. Vous savez qu'alors, on a dans ce processus qui va de la normalité, là c'est plus normal, là NAFOL et là le NASH, en allant jusqu'à la fibrose, on a une relation avec insulinorésistance. Donc, les femmes qui ont le syndrome des ovaires polycystiques sont là-dedans. Parce qu'on parle de résistance à l'insuline. On parle aussi de résistance à l'insuline pré-diabétique, diabétique. On a une relation avec la consommation de choline que je vous ai montré, et spécialement les femmes ménopausées, parce que les femmes ménopausées, on sait que l'estrogène contrôle cette choline. Et ça, on a parlé du PINT, qui c'est une des variations des SNPs. Si vous n'avez pas regardé les autres cours qu'on a fait sur les stéatoses, peut-être vous allez avoir des difficultés à me comprendre. Alors, il y a une relation avec le métabolisme du foie. Je vous ai montré ça. Il y a une relation avec la consommation de certains types de graisses, qu'on va voir d'ailleurs quand on va parler d'alimentation. Pour tout cela, on a besoin d'un ajustement de la charge lipidique du patient, avec modulation de graisses monoinsaturées, polyinsaturées et saturées. Je vous donne les scopes larges du traitement pour l'instant. Réduction de la consommation de gras trans. Et là, vous allez me dire, mais Elisa, ça, c'est pas que pour les stéatoses hépatiques. Évidemment que non. Évidemment que non. C'est pour ça que je vous dis qu'on parle de la racine de la problématique. Les stéatoses hépatiques, c'est un titre. OK? Augmentation de la consommation des fibres alimentaires. Pourquoi, Elisa? On augmente la satiété. On va diminuer l'absorption des graisses alimentaires dans les vésicules que pour les fibres. Évidemment, cet ajustement de charge lipidique, on va donner un équilibre aux acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Mais tout ça représente quoi? Changement de mode de vie, changement d'habitude. Et je vous dis, le patient qui ont des stéatoses hépatiques, vous allez chambouler leur mode de vie. Parce que s'ils ont de l'estéatose, c'est parce que la situation alimentaire est vraiment mauvaise. En 99%. OK? Je n'ai pas parlé, est-ce qu'ils sont de fumeurs? Correction des habitudes de vie nocives pour le traitement. Fumeurs. Alcool. Alcool zéro, là. Il va falloir. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir appliquer des techniques, mélanger des techniques, des outils. Comme je vous ai parlé des techniques de SMART, des techniques de PNL et d'autres. Pourquoi? Parce que si la personne fume, il va falloir vraiment un changement. Si vous dites ça tout en même temps au patient, il part en courant. Hein?
il part en courant et il ne revient plus jamais. Donc, ça, c'est plus important de savoir comment faire ce travail avec le patient. Et parfois, vous savez quoi faire, mais vous ne savez pas comment faire. Ça, c'est important. Hein? Donc, produits industrialisés aussi. Ce genre-là, c'est la famille chips. Ces gens qui ont des stéatoses hépatiques. Je me rappelle ici d'une patiente que ça fait pas longtemps qui avait les stéatoses hépatiques. Et elle est venue pas pour les stéatoses hépatiques. Elle est venue pour d'autres raisons. Et elle a mis dans sa tête, le médecin lui a dit, vous êtes une personne stéatosique. J'ai déjà parlé de ça pour vous. Pour elle, il n'y avait pas de solution. Elle est la stéatose hépatique. Et quand je lui ai dit, non, non, on va revenir en arrière. Cette dame, aujourd'hui, c'est une autre personne. Elle a tout changé, mais on a travaillé, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi. On a travaillé son mental, son spirituel. Elle habitait seule. Elle n'avait plus d'enfants chez elle. Elle se sentait seule. Elle n'avait pas de petits copains. Elle avait 60 ans. Elle était ménopausée. Elle buvait tous les jours un petit peu. Là. Pourquoi? La solitude. Donc, comment on va résoudre tout ça? Vous voyez? Donc, ce n'est pas aussi simple. Après, ajustement de la charge glycémique de l'alimentation, hyper important, avec réduction de la consommation de glucides simples. Et là, on parle de quoi? De glucose, de fructose industrielle, de fructose en excès, comme le jus de fruits. Jus de fruits, acheté parfois, industrialisé, encore pire. Mais le jus de fruits tout court. Et vous dites à vos patients d'acheter un extracteur de jus et fait de jus tous les jours. Alors là, excusez-moi. Excusez-moi. Vous ne savez de quoi vous parlez là. Extraire le jus de fruits, vous faites une gros erreur. Mais je vais parler d'une autre erreur. Il va venir là maintenant. Les grandes erreurs. Attendez, je vais vous montrer déjà. Adiposité viscérale et syndrome métabolique après régime isocalorique, même nombre de calories, très riche en graisse et pauvre en graisse. Donc, ça veut dire qu'ils ont donné à un groupe de personnes une quantité riche en graisse, de toutes sortes. Et ils ont donné à un autre un régime pauvre en graisse. Ça, c'est les grandes erreurs. Qu'est-ce qu'on donne au canard pour qu'il ait un foie gras? On ne donne pas du gras. On donne du maïs. Et le maïs, c'est quoi? Du sucre. Pourquoi vous avez cette préoccupation avec beaucoup de gras ou pas de gras? La conclusion de cet article. N'importe. Évidemment qu'une personne qui mange énormément de gras, le gras, 1 gramme de gras, 9 calories. OK. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la source, de l'étiologie qu'on a vu, c'est l'hypogénèse de novo. C'est le foie, je vous ai montré biochimiquement parlant, c'est le foie qui n'en peut plus. C'est la glucokinase qui sera, vous avez vu. Là, c'est un problème des SNPs. Mais si ce n'est pas un problème des SNPs, tout a commencé, je vous ai montré, à partir de glucides. Ça, c'est la grande erreur. C'est de dire aux gens, arrêtez de manger du gras. Et c'est ça que tous les gens, les obèses, en surpoids, c'est ceux qui arrêtent de manger, c'est le gras. Si c'était ça, on aurait résolu le problème. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on a un autre problème que vous mélangez aussi, une autre erreur. Vous mélangez fructose industrialisée, fructose en excès et fructose tout court. L'excès de fructose dans notre alimentation est une des causes majeures de l'estéatose. Tout ça, c'est stéatose hépatique. Tout ça là. Ça, c'est stéatose hépatique. Mais ça aussi, regardez cet enfant. Ça, c'est de l'estéatose hépatique qui va venir, je vous ai montré 20 ans. Là, que pour regarder ce petit
personne, je vois que peut-être il est déjà en surpoids. Combien d'enfants vous connaissez qui sont dans ce cas de figure? Et après, on fait rien, on dit rien, on ne se manifeste pas. Vous êtes où dans les réseaux sociaux en train de parler avec vos patients, votre avatar, votre persona? Vous êtes où? Et là, j'ai dit avec tout mon cœur, ce fructose-là, c'est le high fructose corn syrup. Ça vient de maïs, c'est le sirop, c'est un mélange, une bombe qui détruit l'être humain. Le HFCS, high fructose corn syrup, un mélange de fructose, de glucose, de monosaccharides qui tue nos enfants, qui tue la population, et on ne fait rien. J'ai la loi de désemballer moins et éplucher plus. Écoutez, quand je parle de fructose, continuez à consommer des fruits naturels. Évidemment, pas en excès. Qui a dit ça? Manger 10 fruits par jour, 5 fruits par jour. On se calme. Et spécialement ce genre-là. Mais quand je parle de fruits, je parle de fruits naturels, pas de jus de fruits. Pas de jus de fruits. Vous mélangez le pinceau. Alors, lire les étiquettes. S'il y a d'étiquettes, on a déjà un problème, n'est-ce pas? Là, consommer 400 grammes de légumes par jour, consommer des fruits, il n'y a pas de problème. Mais ça me fatigue de critiquer les gens. Ça me fatigue. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai commencé à travailler pour les Restos du Cœur parce que j'ai passé, moi, par les Restos du Cœur, pas en tant qu'aider les gens, parce que j'avais besoin. Et donc, je me suis dit, les jours que j'aurai des conditions, je vais venir aider. Et c'est ça que j'avais décidé de faire. Et pour y aller, je me suis présentée comme volontaire. J'avais dit mes compétences professionnelles, qui dans un premier temps a été vraiment acceptée. Ils ont dit, c'est super, elle connaît tout de nutrition, elle va nous aider. Je suis allée au Resto du Cœur. Je suis restée 2 jours. Les 2e jours, ils m'ont mis dans la porte. Les 3e jours que je suis venue, il n'y avait pas une place pour moi. Je vous explique qu'est-ce que se passait. Chaque personne est responsable pour un secteur, si vous connaissez le Resto du Cœur. Moi, ils m'ont mis dans la distribution de coca. Tout à fait. Et à chaque coca que je distribuais, je disais à la personne, vous êtes sûr que vous voulez prendre ça? Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça vous fait. Et là, la personne disait, non, je ne veux pas. Et la chef du Resto du Cœur, la responsable, elle est venue, elle me dit, Elisa, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ces gens, ils ont faim. Ils ont besoin de manger. Et vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que je connais qu'est-ce que ça veut dire ça. J'étais une personne qui a eu besoin du Resto du Cœur. Mais j'ai essayé de lui expliquer, rien fait. Donc, je me suis dit, je vais passer à la partie de légumes. Parce que le légume, chaque personne avait droit à une quantité de légumes fixe, selon le nombre de personnes dans la famille. Et je remarquais que personne ne voudrait le fenouil. Tout le monde voudrait les haricots verts. Et à un moment donné, je m'ai mis à côté de la responsable du légume parce que c'est ça le problème. Les Restos du Cœur, il va aussi remplir un besoin de ceux qui travaillent là-bas. Ce sont des personnes âgées qui travaillent, qui se sentent seules, qui n'ont pas une autre chose à faire à part penser qu'elles sont en train d'aider les gens. Je ne critique pas, mais elles se sentent propriétaires
du Resto du Cœur. Et là, je voudrais montrer aux passants, aux personnes, comment utiliser le fenouil. Parce qu'il faisait comme ça. Et je montrais comment utiliser. Elle m'a dit, non, vous n'allez pas montrer comment utiliser le fenouil. S'ils ne veulent pas de fenouil, c'est leur problème. Et quand je suis venue au 3e jour, il n'y avait plus de place pour moi. Vous voyez où on est? On est vraiment à la base de l'histoire. Compliqué, très compliqué. Minimiser l'utilisation de fructose industrielle. Je vous ai parlé de ce, parce que ça c'est vraiment un poison, qui c'est cette question, qui c'est le sirop de maïs, maltodextrine, qui aussi est utilisé comme un exhausteur de goût dans tous les aliments parfois industrialisés pour créer la dépendance. Ça a commencé dans les années 70 et on est toujours là. Et ça fait qu'empirer, empirer, empirer, empirer. La consommation d'aliments édulcorés et on parle aussi du goût qui va rappeler le cerveau et le cerveau va vouloir encore plus de sucre. Donc là, on a notre fructose, notre glucose de maïs très présent dans les produits industrialisés. Rééducation alimentaire en mettant l'accent sur un régime anti-inflammatoire et individualisé. Alors, je voudrais vous montrer biochimiquement, parce que tout ça, vous connaissez. Elisa, il n'y a rien de nouveau. Vous nous apportez rien de nouveau. Donc, évidemment, je vais expliquer d'une façon très rapide, mais vous allez comprendre quand même. Comment, pourquoi les fructoses causent ce dégât en termes de stéatose? C'est ça que je vais vous montrer. Alors, on a les fructoses industrielles, mais on a ce fructose-là, c'est le bon fructose, que c'est lui qui vient avec la peau. Mais, si vous avez, comme j'ai eu des patients qui prennent 10 fruits par jour, parce qu'il a appris qu'il a la diète du fruit, et qu'il ne mange rien du tout à part fruits. Vous connaissez ça? Il y a le frugivorisme. Vous connaissez ça? Que la personne mange que du fruit. J'avais une patiente comme ça. Elle mangeait que de fruits. Matin, midi, soir. Vous connaissez aussi les gens qui vont dire faire de cure. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un m'explique sur un point de vue biochimique tout ce cure que vous payez des absurdes pour faire un cure de jus de raisin. Expliquez-moi. Si vous m'expliquez biochimiquement, je serai avec vous. Mais ce que je sais, c'est que vous faites des monodiètes de jus pendant parfois une semaine que je ne comprends pas. Si vous m'expliquez, peut-être je ne comprends pas. Hein? Alors, dans la transformation des aliments, les boom du fructose s'est produit dans les années 60. Ça, c'est pour l'histoire, hein? Pour l'histoire. Ce nom fructose vient du latin fructus, car c'est là, surtout, dans le fruit, qu'on va trouver ce type de sucre. Et c'est là que les gens mélangent tout. OK? Et, selon l'Organisation mondiale de la santé, sa consommation a augmenté, c'est là la problématique aussi, de 250% au cours de 20 dernières années. Mais vous comprenez bien que cette augmentation, ce n'est pas l'augmentation qui provenait du fruitier, de l'arbre fruitier. Non, c'est Coca, Pepsi et compagnie. 250%, mon Dieu. Mon Dieu. Et on ne parle plus de ça. On laisse tomber. On parle de vaccins, on parle de sida, mais on ne parle pas de ça. Et ça tue énormément à long terme. La consommation excessive, plus que prouvée, commence par engraisser le foie lui-même dans la stéatose dite hépatique. Ce n'est que le début de la confusion. Parce que je vais vous montrer ici, avec la stéatose hépatique, toutes les conditions surviennent indirectement par divers mécanismes du métabolisme, pour la résistance à l'insuline, etc., etc. On va tomber dans les mêmes panneaux du glucose.
Pourquoi? Et c'est ça mon explication. Regardez. Ici, j'ai le glucose que vous connaissez. Ici, j'ai GLUT2, glucose 6-phosphate. Vous savez qu'on va transformer glucose en phosphate, glycogène pour stockage au niveau du foie. Tout va bien. Glucose 6-phosphate. On va rentrer dans notre cycle de Krebs, pyruvate, acétyl-CoA, cycle de Krebs. Et là, on va avoir libération de CO2, formation avec cet acétyl-CoA si en excès de la lipogénèse. Ce schéma-là, vous connaissez à peu près. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a deux pas du fructose qui sont différents du glucose. À la fin, fructose va prendre la même voie métabolique du glucose. Mais ce que vous ne comprenez pas et que vous allez comprendre maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est cette partie-là. Même GLUT2, fructose, on a ici pas glucokinase, on a fructokinase qui va me transformer fructose en phosphate. Et c'est ce passage-là. Le fructose va utiliser cette voie biochimique de l'ATP qui va utiliser l'ADP qui va former AMP plus phosphate. Ah, Elise, je ne connais pas ça. Ça, c'est la base fondamentale. Mais comprenez ça. ATP, on a 3 phosphates, va devenir ADP. Pourquoi? Parce que j'ai besoin là-haut. Fructose, un phosphate. Vous voyez, ce phosphate-là, il ne vient pas du ciel. On a une phosphorylation, donc on a besoin de cet ATP pour devenir ADP. Mais ça va continuer si on a un excès de fructose. Un excès de fructose. On va avoir cet ADP qui va former AMP plus phosphate. Et là, ça prend une voie métabolique qui est la formation de l'acide urique. C'est la voie de l'acide urique, c'est la uricogénèse. Et c'est l'acide urique, nous sommes au niveau du foie, et c'est l'acide urique qui va être un poison pour le foie et qui va créer mon stéatose hépatique. Vous comprenez pourquoi on parle de fructose industrialisée? Parce qu'elle a cette voie-là, cette tendance de prendre cette voie qui est la voie de la uricogénèse. Et donc, l'acide urique en excès, parce que l'acide urique, il est un antioxydant, mais l'acide urique en excès, il est très, très délétère pour le foie. C'est ça la problématique. Mais normalement, ce glucose 2, il va où? Il va tomber comme glycéraldéhyde de 3-phosphate ou dihydroxacétone phosphate. Qui fait cette fois dihydroxacétone phosphate? Qui connaît ça? Le glucose. N'est-ce pas? On a une aldolase qui va agir ici et on a soit le G3P, soit le dihydroxacétone phosphate qui d'ailleurs peut revenir en haut pour me montrer plus de glucose si on a besoin. OK? Mais ce glycéraldéhyde de 3-phosphate va devenir pyruvate, le glucose c'est comme ça, hein, qui va devenir acétyl-CoA. C'est l'acétyl-CoA qui va avoir la possibilité de rentrer dans la mitochondrie. On est d'accord? Et on aura soit la production d'ATP, et là, comme on montre comment on peut être tout un excès, fatty acids. On a la lipogénèse, et c'est pour ça qu'on a le foie gras. Mais il y a cette problématique-là au niveau du fructose. Schéma à retenir, excès de fructose. Je viens de vous montrer l'hypogénèse hépatique. Pourquoi? Comme si c'était le cas du glucose. Mais n'oubliez pas la voie de la uricogénèse. Augmentation des triglycérides plasmatiques. Augmentation d'acide urique intra-hépatocytaire. Là, c'est le cas que je viens de vous expliquer. Diminution d'ATP. ATP, ADP, AMP. L'AMP qui va faciliter cette voie de l'acide urique intra-hépatocytaire. Intra-hépatocytaire, c'est pour ça que va donner l'stéatose hépatique. OK? Qui va causer cette stéatose. Ça, c'est très intéressant. Et là, vous allez voir quelque chose
qu'il va falloir ouvrir votre esprit. Un autre travail. Viande rouge. Effet potentiel de la réduction de la viande rouge par rapport à l'augmentation de l'apport en fibres sur le métabolisme du glucose et la teneur en graisse du foie. Écoutez, c'est une étude randomisée et contrôlée. Ce n'est pas une étude de rats. C'est une étude qui a été faite avec les personnes. Que la réduction, et quand on parle, ça c'est une autre question que beaucoup de gens me posent, quand on parle de viande rouge, on parle de bovin et on parle de porc aussi. Ne rentrez pas dans les religions, ne rentrez pas dans le véganisme, je ne parle pas de ça. Je parle de science, tout simplement. Okay? On ne va pas rentrer à c'est pour ça les animaux, la protection des animaux. Non, on est dans la science pure là. Okay? Cet article nous montre que réduire la consommation de viande rouge, déjà, ça fait bien pour la planète, ok. Il est déjà reconnu que la diminution de la consommation de viande apporte un avantage supplémentaire à un plan alimentaire équilibré en ce qui concerne la stéatose hépatique, ok. C'est ça qui dit les études. Et là, on va dire qu'on va réduire la consommation du patient. Je ne connais pas sa consommation. Si c'est tous les jours, la moitié. Si c'est la moitié, un peu moins. OK? C'est ça que je veux dire. Mais tout est lié. Donc, tout va jouer ensemble. Et ça, c'est très bien. Alors, une fois qu'on a travaillé notre sommeil, activité physique, je vous ai montré un peu, l'alimentation, je vous ai montré la question du fructose, les éléments importants de la stéatose hépatique, là, ok? On va passer à quoi? À supplémentation, si on a besoin. Cette supplémentation, on va falloir étudier tous les axes qui sont importants pour notre stéatose hépatique. Premier axe, c'est l'axe de l'assimilation. Évidemment, digestion, absorption, intégrité intestinale, pas d'hyperperméabilité. On va commencer par là. Vous avez compris qu'à partir du moment que je travaille l'alimentation, je travaille l'axe assimilation. Comment? Au travers du programme 6R de la nutrition fonctionnelle. Vous ne pouvez pas vous en passer. Le programme 6R, c'est un programme qui est long, d'explications longues, qui va dépendre du patient qu'on a devant. Mais je vais vous donner qu'est-ce que ça veut dire les 6R. C'est important quand même. Donc, première chose, retirer, éliminer les allergènes. Éliminer les xénobiotiques. Regardez la modification de la vie du patient. Les contaminants, les emballages, les parasites, les proliférations bactériennes de champignons. Tout ça, c'est dans ce R. Deuxième point, on va faire aussi une diète qu'on appelle diète d'élimination. Mais on va faire ça pour tout le monde? Non. Ça, il va falloir connaître plus profondément la nutrition fonctionnelle. Une fois qu'on a passé ce R-là, on a réparé la muqueuse gastro-intestinale. Comment? Ah, il y a plusieurs façons de réparer. On peut utiliser de l'aloe vera. Les gens me donnent une liste. Écoutez, réparer la muqueuse intestinale. Pour réparer la muqueuse, si vous me donnez toutes les choses qu'il faut utiliser dans ce monde et vous m'expliquez quelle est l'action de ce produit, je suis d'accord. Le problème, c'est que les gens me donnent une liste et je demande, expliquez-moi comment ça va agir. Et là, la personne ne sait pas m'expliquer. Et donc, non, c'est pas bon. Vous avez tout simplement mémorisé. Expliquer. Remplacer, c'est le troisième. Et là, on va travailler la mastication, l'acide chlorhydrique. On va voir si le patient n'est pas en hypochlorhydrie. Les enzymes digestives, tout ça, c'est dans ce troisième. Après, on va réinoculer, qui est le quatrième R. Probiotiques, prébiotiques, aliments fermentés, polyphénols.
Je ne sais pas. Cinquième, on va rééquilibrer. Rééquilibrer quoi? On va utiliser problématique du sommeil, de l'activité physique, de la méditation. Ça fait partie du 6R. Et on va réévaluer ce patient à 30, 60 et 90 jours. Ça, c'est l'axe assimilation. L'autre axe, c'est l'axe de la biotransformation. C'est notre problématique principale. Mais j'ai commencé par l'axe assimilation. On va travailler l'axe hépatique. Il faut penser que ce foie-là, il a subi un stress oxydatif très important. Et donc, il va falloir donner deux choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce n'est pas obligatoire de donner tout ça. Ça va dépendre de la réponse de votre patient. Alors, si un patient n'a pas d'observance, il n'a rien changé, je ne donne rien. Je vous dis avec tout mon cœur, je ne donne rien. Il faut commencer par un changement quelconque. Je vois que le patient a fait un effort quelque part. Il a compris sa responsabilité. Sinon, à quoi sert donner tout ça? Il va dépenser l'argent et en plus, il va vous appeler d'incompétent. C'est comme ça que ça se passe. Et après, évidemment, l'axe qui est en dessus, qui est le mental, le spirituel et l'émotionnel, qu'on va travailler selon le besoin. Parlons de composés bioactifs à efficacité clinique pour la folle et le NASH. Déjà, je vous montre qu'est-ce que les patients qui ont cette problématique-là, comment ils mangent. Normalement, ils vont nous présenter effectivement ça. Ce sont des patients qui mangent des aliments processés, industrialisés, qui vont au supermarché toutes les semaines, tout ce qui est emballage, beaucoup de red meat, beaucoup de viande rouge, beaucoup d'aliments processés, beaucoup de sucre, boissons sucrées. Je ne parle pas que de soda. Je parle aussi de jus de fruits. Beaucoup de snacks, né? Beaucoup de gâteaux maison, biscuits maison, je ne sais pas quoi maison. Ils adorent des trucs maison, c'est la mode. Des œufs. Et des œufs, je ne suis pas d'accord avec ce positionnement-là. Et de beurre, quand c'est mis du beurre, c'est pas du beurre en excès. Les œufs, non. Je ne mettrai pas les œufs ici. Ça, c'est un truc fait. Hein? Alors, nutriments, ça veut dire, énergétiquement parlant, ils mangent énormément de calories. Ils mangent beaucoup d'acides gras saturés, pas beaucoup de polyinsaturés, beaucoup de protéines animales, beaucoup de fructose, beaucoup de sucre, beaucoup de cholestérol, beaucoup de sel et pas beaucoup de fibres. Ça, on voit ça tous les jours. Et ça, c'est pas le mec qui a une stéatose, c'est le mec qui a des étiquettes ou qui va avoir des étiquettes. Soit il a cancer, soit il y a diabète, soit il y a des ites partout, soit il a de maladies auto-immunes, il a des problèmes de santé. Ce genre-là. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut attaquer la racine indépendant de l'étiquette. Après, on a ce nom-là, diète méditerranée. Moi, Elisa, je n'utilise pas étiquette. Ah, vous allez manger une diète méditerranée. Ça ne marche pas. Vous allez manger, je prends par exemple Nathalie. Nathalie est ma patiente. Vous allez manger la diète Nathalie. C'est comme ça que je travaille. Vous allez manger la diète Soumeya. Il n'y a pas cette histoire de diète X ou Y qui va comme fit complètement pour un patient. Ça n'existe pas. Ici, c'est que pour vous donner une ordre d'idée. Alors, on a tout ça. On a le DASH pour l'hypertension. Combien de fois j'ai utilisé des mélanges de ça pour baisser l'hypertension du patient? L'hypertension, ça dépend si c'est cause primaire ou secondaire. Mais l'hypertension est un signe, un symptôme normalement de quelque chose qui ne va pas, d'une étiologie quelque part. Et les gens traitent l'hypertension comme si c'était la maladie. Voilà, déjà. Je ne veux pas être la meilleure, ni avoir la vérité absolument. Tout ce que je vous dis ici, c'est mon avis.
c'est mon ressenti, c'est mon expérience clinique. Je ne veux pas critiquer personne. Je ne veux pas faire la sourde de dire, ah là, voilà, elle pense qu'elle connaît tout. Absolument pas. Ce que je vous dis, c'est j'ai de succès auprès de mes patients. J'avais une clientèle de 2 personnes. J'ai attendu 1000. J'ai une consultation à 150 €. Je n'ai plus de place. J'ai arrêté de prendre de patients. Il y a une raison. Il n'y a pas 2 raisons. Ah, elle est super. Elle est pas... Non. C'est que j'apporte des solutions. Est-ce que j'apporte des solutions à tout le monde? Non. J'ai des avatars, j'ai des patients. Je ne prends pas d'enfants. Je ne prends pas de femmes enceintes. OK? C'est pas comme ça. On ne peut pas apporter des solutions à tout le monde. Si vous essayez ça, vous allez au mur. Vous ne devenez pas une référence. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vitamine D, on a quercétine, berbérine, choline, acétylcystéine, glutathion, lycopène, resveratrol, ornithine, aspartate, et je peux continuer la liste. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter et je vais finir cet exposé parce que je voudrais vous présenter un peu en plus profondité la vitamine D, l'oméga 3, la quercétine, comment marche la berbérine. Et je vous donne déjà la couleur. On va parler de tout ça. De quels sont les composés bioactifs qu'on peut utiliser pour les NAFLD et pour les NASH. Je voudrais vous parler de commencer à réfléchir sur la fin de l'année. Je trouve ça plus intéressant. De faire le bilan, comme je vous avais dit. De commencer à réfléchir qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez entamer? Quelles sont les formations que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous allez faire sur le plan personnel, sur le plan professionnel de votre vie pour l'année prochaine? Mais ne projetez pas trop. Ne projetez pas de choses que vous savez au fond de vous que vous n'allez pas faire. Projetez quelque chose, et là le SMART dit ça, de tangible, de mesurable, que vous pouvez vraiment mesurer et que vous pouvez avoir la possibilité d'atteindre. Par exemple, je vais gagner 1 million d'euros l'année prochaine. Vous savez très bien que moi et vous, ça ne va pas passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas des euros, on parle plutôt de toucher plus de personnes, avoir plus de patients. Mais combien? Combien de clients? Combien de patients? Et qu'est-ce que vous allez entamer? Qu'est-ce que vous allez développer? Pour moi, mon message de Noël, de fin d'année, je vous souhaite que vous preniez vous en main. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui va vous prendre en main. Vous-même. Mon rêve, c'est de donner plus de conscience à vous, professionnels de santé, que votre travail est d'une importance capitale, que votre travail va dans le contresens du capitalisme, en fait. Je ne suis pas contre le capitalisme, c'est pas ça. Mais que plus de personnes comme vous qui êtes là de l'autre côté, plus vous croyez que vous avez, vous, la possibilité de changer le monde, on est une goutte dans l'océan. Mais une goutte, plus une autre goutte, va faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Je sais que je suis en train de vous chambouler, que je suis en train de vous mettre pas à l'aise. Et en plus, c'est la fin d'année, quoi. Je le sais. Mais je trouve que c'est un moment que peut-être je serai un peu plus écoutée. Je ne sais pas. Je compte sur vous pour faire le like. J'ai besoin que vous invitez quelqu'un qui peut-être a beaucoup plus de confiance en vous qu'en moi. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Vem comigo!